Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer, comme je vous avais promis sur la page, des petites questions à Laurent Knott, qui est un de mes formateurs Snoozolon et qui est spécialisé dans l'autisme. Donc, je lui ai proposé qu'on fasse une interview afin de pouvoir répondre à vos questions et surtout présenter la spécificité de Snoozolon auprès des personnes atteintes d'autisme parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur ce groupe qui, à la base, et pour les professionnels de la petite enfance, qui sont intéressés à propos de Snoozolon et autisme. Donc, il me semblait cohérent de pouvoir proposer un question-réponse autour de ça. Je ferai également une interview d'un collègue qui s'appelle Aurélien Dinazzo euh, pour, euh, pour expliquer la différence entre Snoozolon et intégration sensorielle. Voilà. Alors, bonjour Laurent. Salut Sidani. Est-ce que déjà tu peux te présenter aux personnes qui regardent cette vidéo? Qui es-tu? Alors, je suis Laurent. Alors, Laurent, enfin, Laurent Knott, mais souvent on m'appelle Laurent. Je suis bien connu sur la toile comme la tête de singe. Donc, quand on trouve un singe, en général, c'est moi. Mais sinon, à part ça, ben, voilà, j'ai quelques petites spécificités. Donc, moi, je suis psychologue comportementaliste. Je suis aussi éthologue et j'ai une petite collection d'un certain nombre de DU. Des DU en éthologie, en psychiatrie, en psychopatho, en autisme, etc., etc. Donc voilà à peu près qui je suis, mais je suis surtout un amoureux de la nature et de la montagne. Ok, ça résume bien. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à Snoozolon? Alors, en fait, je suis tombé dedans un peu par hasard. C'est un peu comme Astérix et Obélix. Alors moi, je suis belge, donc peut-être c'est pour ceux qui sont belges aussi, ça fait référence. Je suis comme le gros Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Parce que, alors juste pour l'anecdote, ma maison avait un grand jardin et ce jardin communiquait avec un autre jardin qui était attaché à une maison. Et cette maison-là, c'était un centre pour personnes polyhandicapées sévères dans lequel travaillait ma maman à l'époque et dans laquelle il y avait un certain monsieur aux cheveux blancs qui mettait en place du Snoozolon qui s'appelle Marc Thierry. Moi, j'avais une dizaine d'années. L'école, les professeurs ont fait des grèves. Là, on est en confinement là, pour l'instant. Ben, à l'époque, on était à la maison parce qu'il y avait des grèves de profs et je me suis retrouvé à rien faire et donc à faire plein de bêtises. Et du coup, j'ai sauté la clôture, j'étais dans ce centre et je me suis retrouvé dans des salles un petit peu bizarres avec des bacs à boules, avec des lumières de partout, avec des résidents qui me prenaient comme une poupée de chiffon. Et donc, j'avais une dizaine d'années, c'était les années 85. Et voilà comment j'ai découvert Snoozolon avec ma maman, avec toutes ces personnes en situation de polyhandicap lourd et avec ce fameux Marc. Ok. Et du coup, après, quel a été ton parcours qui t'a conduit, qui a approfondi ton approche de Snoozolon? Et ben, ce qui me fascinait, en fait, c'était de voir des salariés qui travaillaient avec des personnes qui ne parlaient pas ou peu, de voir toutes ces personnes qui ne bougeaient pas ou peu, qui malgré tout criaient, qui n'étaient pas bien et qui, à la sortie de ces séances, étaient juste radieuses, qui rigolaient, qui avaient le sourire, etc. Et des salariés qui étaient vraiment détendus. Et une ambiance, on était une grosse famille en fait. Voilà, il n'y avait pas toutes les normes comme il y a aujourd'hui. Donc les gamins, on rentrait. Moi, j'allais dans le Snoozolon après avec les salariés, etc. C'était vraiment très chouette. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux faire. C'est travailler dans ces salles. Mais j'avais 10 ans. Forcément, après, il a fallu faire un peu d'autres choses. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mais je veux comprendre ces personnes. Donc, j'ai fait psycho. Mais le problème, c'est que quand j'ai été psychologue, on m'a dit, OK, maintenant, tu peux parler avec les gens et tu vas comprendre ce qu'ils pensent. Je dis, non, mais ça ne marche pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne parlent pas. Donc, j'ai fait éthologie. Et là, on m'a dit, c'est cool, tu peux étudier les animaux. J'ai dit, non, mais vous n'avez rien compris. Moi, ce que je veux, c'est comprendre les personnes qui ne parlent pas et arriver à communiquer avec elles. Et donc, ça a fait la psychoéthologie et ben, toujours le Snoozolon parce que c'était le seul endroit où je trouvais qu'on pouvait vraiment s'amuser, s'éclater. C'était une grande salle de jeu, entre guillemets, mais où on était authentique avec les personnes. Il n'y avait plus de médecins, il n'y avait plus de psychiatres, il n'y avait plus de psy, il n'y avait plus d'éducs. On était un humain avec un humain et on admirait les personnes qu'on rencontrait et on était toujours fascinés par ces personnes. Je m'emballe, je parle. Mais voilà, c'était vraiment l'admiration de
waouh, on a quelqu'un en face de nous et c'est plus une personne dans un fauteuil, c'est une vraie personne et elle a plein de trucs à nous apprendre. Et ça, c'était chouette. Et ça, on découvrait en Snooze Alone. Et je le découvrais nulle part ailleurs, en fait. Ok. Et du coup, après, dans ta pratique de psychologue, tu as utilisé Snooze Alone dans quel contexte? Alors, depuis toujours, moi, j'ai jamais travaillé sur le snooze, puisque j'ai eu la chance à 18 ans de travailler dans le centre que ma maman avait fondé quelque part, qui est toujours, ça s'appelle le Mistral, à Saint-Georges-sur-Meuse en Belgique, qui était un centre à la base qui avait vocation de sortir toutes les personnes avec autisme qui étaient en cellule psychiatrique. Mhm. Parce que la psychiatrie avait décidé qu'elle ne les voulait plus, ce qui est très chouette, mais qu'est-ce qu'on en faisait? Et donc là, hop, on a remis Snooze Alone. Donc je quittais le Snooze Alone de derrière chez moi dans la maison pour retrouver le Snooze Alone au cœur de ce centre. Et Mhm. puis, en aiguille, voilà, après j'ai travaillé un peu partout, et le Snooze Alone a toujours été pour moi le leitmotiv dans l'autisme parce que, alors, je t'ai dit, pardon, je suis psychologue comportementaliste, donc spécialisé dans le teach, la BA, et c'était comportement, 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 comportement. Et je trouvais qu'il manquait chaque fois ce lien avec l'humain. Et le comportementalisme mélangé à ce courant humaniste qui était le Snooze Alone, pour moi, c'était juste la bonne mixture. La BA, le teach, c'est juste magique, mais mélangé avec du Snooze Alone, alors là, c'est plus de la magie, c'est l'apothéose. Oui, on pourrait croire que c'est contradictoire, mais en fait, c'est complémentaire. C'est ça que tu es en train de dire. C'est archi complémentaire. Et quand on arrive, d'ailleurs, même dans la BA, une des premières approches, c'est ce qu'on appelle le pairing, c'est-à-dire qu'on va faire la bonne grand-mère, comme ils disent. Enfin, voilà, il y a plein de... mais en fait, c'est ça, mais poussé mais encore plus loin. Et on va aller vraiment dans la sensorialité de la personne. Et Mhm. puis, par moment, on est juste. Là, par exemple, j'étais dans un centre pas très loin d'ici. Ils m'ont appelé, j'étais assez content. C'est une école ABA. Et ils m'ont appelé en me disant il y a un gamin, on s'en sort pas. Il y a de l'hyperactivité de partout. Enfin, on n'y arrive pas. On a beau mettre tout ce qu'on peut, on n'y arrive pas. Donc, moi, grand spécialiste, snooze alone, hop, on y va. Et ben, je leur ai dit bon, j'y arrive pas non plus en snooze. Donc, et ça a été le bordel. On est arrivé dans un snooze alone, il a bondi partout sur les matelas, il a tiré les tentures. Enfin, c'était Apocalypse Now. Et puis, in fine, on a essayé de lire la personne. On a oublié tout ce qu'on avait étudié dans les bouquins, tout ce qu'on avait lu, machin, etc. On est juste parti. OK, qui est ce bonhomme? De quoi est-ce qu'il a besoin? Il y avait des tas de questions tout à l'heure, je voyais, parce que je n'ai pas pu m'empêcher, sur l'hypersensorialité ou sur la focalisation sur des choses. Et ben, ce bonhomme-là, il est tout le temps en train de chipoter avec ses doigts et il est tout le temps dans l'hyperactivité. C'est un hyperactif réel. Mais on s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la capacité de pouvoir se poser, de pouvoir baisser ses capteurs sensoriels. Et donc là, on a fait tout un travail qui était juste magnifique. Et après 4 séances, on avait un petit bonhomme qui se posait 5 minutes dans les bras et qui demandait à venir dans les bras. Alors que sinon, bah, c'était de partout. Et Mhm. alors, ce qui était surtout intéressant, c'est qu'en snooze alone, on avait l'impression qu'il avançait pas beaucoup. Voilà, on était un peu en train de courir derrière lui. Mais ce qui était juste topissime, c'est qu'après, quand il retournait en cours, on avait un petit bonhomme qui ne bougeait pas pendant presque 2 heures. Et ça, Mhm. c'était top. Ok. Voilà, je pars dans tous les sens, hein, mais ça, c'est. Ouais, mais Tu c'est me c'est connais. c'est joyeux. Ok, est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de snooze alone? Parce que, comme j'aime bien le dire souvent, en fait, il n'y a pas une définition de snooze alone. Chacun, à travers notre expérience, on va construire notre propre vision du snooze alone. Alors, c'est quoi la tienne? Alors, pour moi, snooze alone, c'est ni une salle, c'est ni un espace. Pour moi, c'est un temps. C'est un moment, c'est un temps. C'est un temps qui va être consacré entièrement et intégralement à la personne et à son bien-être dans un espace sécurisant. Mais cet espace, c'est une salle, c'est une forêt, c'est même de la plongée si on veut, enfin, c'est n'importe quel espace. Cet espace, il va être dans l'ici et maintenant, là, tout de suite. Hmm. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment, sauf que ce n'est pas snooze, c'est ce confinement. On est dans l'ici, maintenant, tout de suite. On est là avec nous-mêmes. Et bien, le snooze alone, c'est ça. C'est ce temps qui est consacré à la personne et à son bien-être dans l'ici et maintenant, dans un espace sécurisant. Mais aussi avec tout ce qui est le classique, j'ai envie de dire, c'est un complément non directif, avec la possibilité de vivre toutes les expériences possibles, etc. Mais aussi, tout ça va se vivre au travers des expériences sensorielles de la personne.
Mhm. Et c'est là où il faut, à mon sens, développer vraiment cette fameuse lecture éthologique. C'est-à-dire que souvent, on dit, ah, la colonne, c'est visuel, parce que c'est des bulles, parce que ça attire, c'est lumineux, etc. Mais la colonne, ça peut aussi être olfactif. Ça peut Mhm. aussi être tactile. Ça peut aussi mettre son nez au-dessus et avoir, comme quand on ouvre une bouteille d'eau pétillante, c'est une colonne à bulles. Hop là, on a toutes les petites bulles qui viennent au nez. Et donc, tout ça va être, à mon sens, Mouzolone aussi. Et donc, l'idée, c'est vraiment un espace où on peut voir, enfin, observer réellement quels sont les canaux sensoriels d'ouverture au monde de la personne. Mhm. Il n'y en a pas un, il n'y a jamais un seul canal. Il y en a j'ai envie de dire un mot qui n'existe pas, mais c'est belge, une foultitude de canaux sensoriels d'ouverture. Il y en a plein, mais plein, 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 plein. Et il suffit juste de les observer. Le problème, c'est qu'on fait tous des métiers dans lesquels notre seul outil, c'est l'observation. Or, on ne sait aucun observer. On ne sait pas observer. On ne nous a jamais appris à observer. On a appris à écrire depuis qu'on a 6 ans. Mhm. On est à l'école, on apprend à lire la grammaire, la conjugaison, etc. Jusqu'à nos 18, et puis même en fac, on nous corrige encore nos fautes d'orthographe sur des copies. Mais à aucun moment, jamais, on nous apprend à lire un comportement. Ça veut dire quoi? Une personne qui va avoir un petit rictus sur le côté, avec un petit hochement de tête, avec une inclinaison latérale de tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient et qui agite ses mains comme là, comme je fais, et qui va vers l'autre. Tout ça signifie quelque chose. Ça veut dire quoi que j'ai le crâne rasé, au-delà du fait que je perds mes cheveux? Donc, tout ça, ça a des significations. Pourquoi j'ai mis une belle chemise, par exemple? Voilà, c'est pour faire bonne impression. Sinon, j'aurais pris ma salopette comme quand j'étais dans le jardin. Là, ça aurait fait plus paysan, peut-être plus proche des gens. Mais tout ça a une explication. Tout ça se lit. C'est ce qu'on apprend dans l'éthologie. Et donc là, dans le Snoozelon, pour moi, c'est vraiment un espace où on va pouvoir lire la personne et pouvoir répondre à ses attentes et à ses besoins. Mhm. C'est aller la rencontrer à travers ce qu'elle nous montre, de ce vers quoi elle va et utiliser cette observation de ce vers quoi elle va pour rentrer en relation avec elle. Oui, c'est vraiment ça. Et puis, si elle va toujours vers les mêmes centres d'intérêt, c'est d'aller voir quels peuvent être éventuellement d'autres canaux qui peuvent être en éveil et qui sont peut-être beaucoup plus faibles ou dont la personne n'a même pas conscience elle-même. Je suis en train de penser à une vidéo qui a beaucoup tourné, enfin, voilà, qui a été assez chouette avec un certain Harrison, pour ceux qui ont eu des formations et qui se souviendront. C'est un monsieur qui est tout le temps en train de frapper. Il frappe les autres, il se frappe lui. Donc, il a un autisme, déficient intellectuel sévère, avec un âge développemental très, très faible. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il frappe les gens. Donc, c'est sa modalité de communication. Voilà, c'est comme ça qu'il communique. Mais on se rend compte qu'il ne se connaît pas lui-même. Il ne se connaît pas de l'intérieur. Et on va utiliser le vibratoire, par exemple, pour vraiment le faire se centrer sur lui. Chouette, on a utilisé la vibration. Il s'est découvert, mais on n'est toujours pas dans la rencontre à l'autre. Et donc, à partir de là, c'est toute une stratégie pour pouvoir, au travers de la vibration, pouvoir rentrer en relation, en communication avec lui pour qu'il puisse se découvrir lui, certes, mais découvrir le plaisir de la relation sur d'autres axes dont lui n'avait même pas connaissance. Mm. Ça, c'est magnifique quand on arrive à ça. Parce que Mm. du coup, on crée un besoin à l'autre, enfin un besoin à l'autre et un besoin à la relation. Et ça, c'est ça qui m'épanouit, c'est ça qui me motive quelque part. Mm. Et voilà, et c'est en ça aussi que Snooze Alone, je trouve, c'est moteur dans le développement de la personne elle-même vers sa propre réalisation d'elle-même. Oui, c'est une ouverture à ce qu'ils ressentent et une ouverture à l'autre. Ah ben complètement, ça pousse tout le monde vers se découvrir elle-même. C'est vraiment dans le propre même de la culture humaniste en même temps, qui était sur chaque personne va fondamentalement faire et pousser vers son propre développement Mm. potentiel et positif. Et du coup, quelle spécificité peut-être tu vois au niveau de la pratique Snooze Alone avec des personnes atteintes d'autisme par rapport à des personnes… Alors, je sais que chacun est une personne différente, donc c'est dur de, Ouais. de retirer des spécificités, mais entre Snooze Alone avec une personne atteinte d'Alzheimer ou une personne âgée, avec une personne polyhandicapée et avec une personne atteinte d'autisme, est-ce que tu vois des spécificités ou pas? Alors, au début, j'en voyais quelques-unes, et puis après, on parle d'Alzheimer. Je pense à Bénédicte, qui a été aussi enfin, qui est toujours d'ailleurs une fille qui fait de la formation dans le Snooze Alone, notamment avec des personnes âgées, Alzheimer. Et plus on discutait, et plus on se rendait compte qu'en fait, on avait fort les mêmes choses.
parce qu'on est avec des personnes. Alors, j'ai envie de dire, peut-être, si on a des spécificités, c'est faire attention à la surstimulation. Mm. C'est en amont de faire attention à qu'est-ce qui peut surstimuler la personne. Donc, en général, quand on a une belle salle, on a envie de mettre plein de choses. Voilà, mais ce qui Mais, est aussi un peu la spécificité avec des jeunes enfants, hein, puisque moi, c'est mais vraiment oui, mais ça que je vois. c'est pour ça que je dis, voilà, il n'y a pas, on va pas dire, c'est ça, il faut pas. Non, j'ai envie de dire vraiment, c'est attention à la surstimulation, attention au trop, attention à la lecture du corps, parce que à la différence, c'est quand on fait du snooze alone et qu'une personne qui a toute sa tête, si ce qu'on lui propose, elle l'aime pas tout à fait, bon, elle a une petite gêne, elle va peut-être se bouger un peu, elle va changer de place. On a certaines personnes, ben, si ça joue pas, ben, elles peuvent très bien partir ou mordre ou frapper. Ou, voilà, c'est peut-être là, quand on est en tout cas des personnes avec des très lourds handicaps, où on aura peut-être des spécificités. Maintenant, on a peut-être parfois dans le toucher. Alors, parce qu'on pense, nous, on va toucher les personnes physiquement. Mais on peut très bien aller toucher une personne de manière très profonde très forte, mais avec une ficelle. Moi, j'ai eu des relations, par exemple, mais magnifiques avec un jeune homme, et on était à alors, la distance maximum de la salle, c'est-à-dire peut-être dans la diagonale à 5 mètres. Et on était tous les deux en train de se tirer une cordelette, mais on a eu des éclats de rire monumentaux, et on était touchés tous les deux avec cette cordelette. Donc voilà, c'est de ne pas avoir des confusions et de ne pas vouloir faire. Ça, je trouve, c'est fondamental. Mais il ne faut pas que être. Parce que si on fait que être, eh ben, on peut être longtemps sans avancer beaucoup. Alors du coup, je rebondis par rapport à une question qui a été posée justement, c'est qu'est-ce qu'on fait en face de quelqu'un qui ne fait rien? On ne fait rien. Bah, il y avait une question sur le, sur, sur le groupe là. C'est bah, s'il y a une personne euh, qui ne bouge pas et qui ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Alors Eh ben, moi, je parle souvent de qualité de présence et de disponibilité et il peut se passer des choses très fortes sans qu'il se passe rien voilà. Alors, extérieurement. effectivement, bon, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Il peut y avoir tout à fait des qualités de présence qui sont énormes, sauf que dans l'autisme, on aura peut-être là quelque chose qui ne sera pas suffisant. Si tu es avec une personne qui a d'autres types de handicap, peut-être juste la présence, ou une personne âgée, etc., juste la présence et une main peut-être posée sur la personne va être suffisant. Peut-être que pour la personne avec autisme aussi. Mais si ça se reproduit et qu'on est tout le temps dans cette inactivité, c'est peut-être une personne qui est hyper passive. Et donc là, il faudra peut-être aller lire sur d'autres canaux. Si elle ne fait rien, essayer peut-être de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se joue en elle? Est-ce qu'elle ne fait rien parce qu'elle est coincée, parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'elle n'est pas sécurisée, parce qu'elle n'a peut-être pas trouvé ce qui peut potentiellement l'intéresser, ou bien nous, on n'avons pas trouvé. Parce que c'est souvent, on dit, il est focalisé ou il ou elle ne fait rien. Mais c'est peut-être parce que moi, j'ai mal lu certains canaux qui étaient potentiellement ouverts. C'est peut-être parce que moi, je n'ai pas trouvé comment la sécuriser suffisamment, Oui, ou parce j'ai que pas trouvé. ça peut être un signe d'insécurité sous forme de sidération qu'une personne Tout à fait, ne bouge pas et tout ne à fait fait, rien. Parce que c'est vrai tout à qu'une fait, personne avec autisme, je dis souvent que bah, c'est comme les jeunes enfants, ça bouge. Et quand il y a quelque chose qui lui plaît, elle va vers cette chose. Et elle va plutôt s'éloigner des choses qui ne lui plaisent pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, oui, alors de nouveau, c'est compliqué parce qu'on a certaines personnes qui ne projettent pas, qui n'ont pas d'anticipation, qui n'ont pas tout ça. Donc, c'est assez complexe et des fois, on va devoir aller chercher même quelque chose qu'elles adorent par-dessus tout, mais qu'elles n'iront pas chercher par elles-mêmes. Oui. Et donc, c'est là où je dis qu'il faut vraiment une lecture très fine de la personne et ça peut être parfois juste un regard furtif. Wow, qui va être vers la personne, un regard très furtif, qu'il va falloir percevoir. Mais souvent, c'est parce qu'on a une mauvaise lecture. Moi, j'en reste vraiment fondamentalement convaincu, parce que je ne suis, moi, personnellement, en tout cas, jamais retrouvé avec une personne, enfin, si, avec une personne qui faisait rien, oui, mais avec qui on ne finissait en faisant rien, non. Tu vois, quelqu'un qui était considéré du début à la fin, non. Ça, j'ai jamais vu. À l'antre, oui, effectivement, on en connaît tous dans notre entourage des personnes qui s'installent et qui se posent et qui ne bougent pas. Mais du coup, en allant lire vraiment et en persévérant, parce que parfois, ça peut être aussi dans la longueur. Moi, j'ai souvenir, par exemple, d'une jeune femme qui s'asseyait systématiquement au même endroit, qui se balançait toujours de la même manière en faisant la tête.
Mm. Et pendant des semaines et des semaines et des semaines, on a essayé de titiller, on a essayé d'observer, on a essayé, et chaque fois on disait, mais il n'y a rien qui se joue. Et puis un jour, cette jeune femme, elle s'est posée, elle nous a pris dans les bras. Et on a appris par la suite que c'était une souffrance dans la famille, notamment parce que personne n'avait jamais pu la prendre dans les bras. Bon, Mm. après, on était devant un autre schmilblick, c'était d'annoncer aux parents qu'on avait volé le premier câlin. Ça, c'était moins sympa. Mm. Donc, on a dû faire un transfert après et un travail avec la famille pour remettre le câlin à qui de droit, quelque part, qui étaient les parents. Mm. Et ça a été une expérience juste monumentale parce que du coup, on a fait des snooze avec les parents, avec les enfants, pas avec les adultes en l'occurrence, mais avec tout le monde. C'était chouette. Donc, dire que quelqu'un va rester en sidération en permanence, non. C'est vraiment parce qu'on n'a pas la bonne lecture ou qu'on veut aller trop vite. Mm. Tout à fait. Il faut savoir laisser le temps. C'est ça. Prendre le temps de prendre, enfin, organiser le Prendre temps, le de temps. prendre le temps. Avoir du Voilà, c'est ça. Moi, je dis souvent dans mes formations, c'est prendre le temps de prendre du temps. Mm. Ok. Et du coup, à travers tes 20 ans d'expérience, voire un peu plus, 30. est-ce que tu peux, dans le cadre de l'autisme, est-ce que tu peux dégager des bénéfices de Snooze Alone par rapport aux personnes accompagnées, mais aussi aux accompagnants? Ah, mais complètement. Dans plusieurs établissements où je suis resté presque plus de 10 ans chaque fois, on a mesuré systématiquement tous les troubles du comportement. Donc, chaque fois, on mesurait les troubles du comportement avant l'introduction de Snooze Alone Mmh. et on le mesurait au fur et à mesure que la vie se passait avec le Snooze Alone. Dans tous les cas, on a noté une diminution très nette au niveau des troubles du comportement. Mmh. On a noté une augmentation au niveau de l'attention, on a noté une réduction au niveau des angoisses qui, in fine, tout ça se traduisait par une réduction médicamenteuse, ce qui n'est quand même Mmh. pas anodin. Ça, c'est pour vraiment dans les institutions, dans les deux où je parlais, où c'est 10 ans d'études. Donc, c'est long, par contre. C'est pas aujourd'hui, j'y vais, demain, je baisse la médication s'il y en a, ou Oui. demain, il y a moins d'angoisse. Donc, c'est vraiment, c'est long. Puis Euh, c'était Snooze Alone au sein du projet institutionnel. Carrément. C'était un projet global, quoi. On avait, par exemple, dans le dernier établissement, on avait trois axes qui étaient le sport, tout ce qui était éducatif, donc Teach, ABA et compagnie, et le Snooze Alone. Et le mélange des trois nous a vraiment permis de baisser de manière très significative au niveau des troubles du comportement. Pour donner une idée, la première année, on avait plus de 360 troubles du comportement graves. Donc, quand je dis grave, c'est on part avec des morceaux où on doit réparer. Et la dernière année, on en avait plus de 3 ou 4. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Et puis au niveau des salariés, c'est qu'on avait beaucoup moins d'absentéisme, on avait beaucoup plus d'envie de venir bosser parce que tout le monde était plus cool, j'ai envie de dire, tout le monde était plus tranquille. Maintenant, dans mon activité libérale, ce que je constate, c'est qu'on a une réduction des angoisses, une réduction au niveau des tensions qui, in fine, peuvent aussi… Alors là, c'est moins flagrant parce que j'ai moins de recul à ce niveau-là et puis surtout, il y a d'autres paramètres extérieurs que je ne gère pas. On n'a pas spécialement de modification au niveau du traitement, mais en tout cas, on a une amélioration très significative au niveau du vécu de la personne. Et alors après, j'ai des petits indices. Tu vois, par exemple, j'ai un jeune homme qui je vois toute l'année, ça se passe très 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 bien. Et puis pendant les grandes vacances, moi je travaille beaucoup moins puisque tout le monde est en vacances. Donc forcément, moi aussi. Et j'apprends que chaque fois, quand il a plus ses séances de Snooze Alone qui sont pratiquement toutes les semaines, il doit, c'est pas qu'il souhaite, c'est qu'il doit être mis dans un établissement en accueil de rupture parce que l'établissement n'en sort pas sur juillet-août parce qu'il pète les plombs. Donc je me dis, ce sont des indices indirects. Donc voilà, et puis après, chez tout ce qui est Asperger, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, les personnes avec autisme de très haut niveau, ça permet aussi une meilleure intégration au niveau du corps. Pour certains qui sont en couple, une meilleure intégration au niveau du couple, du vécu aussi, du partage corporel, une réduction des tensions, une acceptation. Enfin, voilà, il y a vraiment une baisse en général au niveau de la tension, une meilleure connaissance de soi-même et en général du calme. Et maintenant, mes petits bonhommes, ils le savent. Tu vois, là, j'ai encore un petit bonhomme, là, avec le confinement oblige. J'ai envoyé tout ce qui est picto comme je pouvais. Donc, c'est un petit Asperger qui a 4 ans et demi. Et donc, je lui ai dit, écoute, il faut que tu apprennes à ta maman à faire du temps calme ou du temps Snooze Alone. Alors, elle me dit, ah oui, c'est une bonne idée parce qu'elle pète les plombs. Et le petit bonhomme qui dit, ouais, parce que ma mère, là, et voilà, mais c'est vrai qu'il est compliqué, c'est un hyperactif, etc. Donc là, il a bien compris même que Snooze Alone était intéressant pour l'autre,
Alors qu'on pourrait dire, bah, il n'a pas de conscience de. Bah, si, clairement. Là, il dit, mais oui, ma maman, elle pète les plombs, donc je vais lui apprendre à faire du snooze. Et ça, moi, voilà, ça c'est juste génial, quoi. Ok. Donc, clairement, ouais. Écoute, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Est-ce que, parce qu'il y a pas mal de parents d'enfants porteurs d'autisme qui se sont inscrits sur le groupe, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont demandé comment je fais pour faire du snooze alone à la maison avec mes enfants. Alors, ça, c'est une très belle question. Moi, dans mon cabinet, je n'ai plus de salle. J'ai un espace, comme je vous disais, et j'ai mes fameuses valises. Donc, Mm. j'ai des couvertures, j'ai du petit matériel. Il suffit de pas grand-chose, en fait, de faire du snooze alone. Vous avez une veilleuse, une couverture un petit peu lourde et du temps, et vous allez pouvoir faire du snooze. Vous avez peut-être après des petits accessoires, des choses comme ça, ou des choses que l'enfant va aimer, c'est doudou. On peut faire, je me souviens qu'on faisait parfois même du snooze alone en dessous du piano. Quand on avait quelqu'un qui avait un piano à queue, on allait se mettre en dessous avec une peau de mouton et on avait toutes les vibrations qui nous descendaient dedans. Mm. Oui, la On peut vibration, on en parlait, c'est assez important quand même, hein. Ah ouais, ouais, la vibration. Bah, c'est la connaissance de soi-même et de son corps, parce que l'enveloppe corporelle est parfois un peu complexe, Mm. de l'intérieur, de l'extérieur, des limites, etc. Enfin, peu importe. Mais du coup, tout ce qui est vibratoire, eh ben, on se découvre de dedans, parce que ça vibre Mm. dedans. Et c'est vraiment nous qui vibrons. Donc, on a nos limites. Donc, ouais, je suis un fan de vibration, enfin, en tout cas, pour cette population-là. Mm. Et, mais voilà, donc à la maison, on peut vraiment. Et surtout, ce qu'il faut, c'est pas aller trop vite. Quand on est parent, on a tendance à dire: ah, regarde un peu ça, ah, fais un peu ci, ah, t'as vu ça. Non, c'est vraiment, on prend le temps et on laisse découvrir l'enfant, on lui laisse faire ses propres expériences. Bien sûr, on va aller le titiller. Et donc, pour le parent, c'est vraiment tranquille, cool. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a balayé un peu toutes les questions. Je te remercie beaucoup de cet Ouais. entretien. Je pense que les commentaires de la vidéo, je mettrai tes coordonnées avec Oui, il n'y a pas de souci. internet, le site internet pour les personnes qui sont intéressées pour faire des formations à propos de Snoozelen Ouais. pour les personnes autistes. Donc, merci encore. Et Mais il n'y a puis, pas de quoi. bah, n'hésite pas à répondre aux questions aussi sur le lien de la vidéo. On en parlera après. Ça Merci. roule. J'avais déjà commencé, mais je vais continuer. Ouais. D'accord. Ça marche. Alors, attends. Merci.